Bonjour à tous. Alors je m'excuse, j'ai une panne de caméra, donc je peux pas montrer mon visage. Je suis Gérard Vallée du C-Team je vais faire le monsieur loyal pour cet atelier sur la 5G. 5G orienté à quelle opportunité pour les PME de l'industrie manufacturière. On va aborder successivement une présentation de la 5G, de sa capacité à répondre aux enjeux de la transformation numérique industrielle et à appuyer la transformation de ces entreprises. Et puis, on regardera également les dispositifs d'accompagnement des entreprises sur la 5G que l'on peut mettre en place. Cette présentation va être réalisée par Olivier Duverger, qui est chef de projet Industrie du Futur et responsable de la plateforme FabLab 5G industriel que nous avons donc à Cluses. Cet atelier est un atelier dans le cadre de Dedicated. Donc Dedicated, c'est un programme national, enfin international décliné en Bourgogne-Franche-Comté, avec des financements de l'Europe et un cofinancement français à travers du FEDER. Et c'est la mobilisation de plein de partenaires pour accompagner les industriels dans leur digitalisation. Donc le porteur de ce programme, c'est le pôle véhicule du futur, et les autres partenaires, vous avez tous les logos qui sont illustrés ici. Donc des gens plutôt orientés R&D, des gens plutôt orientés réseau de proximité des industriels ou des fournisseurs, et puis des gens plutôt orientés sur l'accompagnement technologique. Dedicated, l'objectif de Dedicated, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur digitalisation un peu avancée. Et donc, le process est relativement simple. Une PME qui est intéressée par l'aspect digitalisation, qui se pose des questions sur la digitalisation, elle prend contact avec un des partenaires, et on va rencontrer l'entreprise avec des outils qui vont permettre de la questionner sur sa maturité digitale et de voir un peu quelles sont les pistes de progrès qu'elle peut avoir. Et donc, en fonction de cette première étape qui va permettre vraiment d'approfondir un peu le plan d'action de digitalisation de l'entreprise, on peut mettre en œuvre des accompagnements plus lourds cette fois-ci. Donc, avec trois, quatre grandes familles d'accompagnement. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle de la donnée à l'IA. Donc, c'est tout ce qui est autour du traitement de vos données d'entreprise pour une meilleure utilisation, pour une optimisation, avoir des tableaux de bord plus efficaces, ce genre de choses. Donc, on sait que maintenant, les entreprises ont tous des systèmes numériques. Elles ont toutes des données. Par contre, c'est assez rare que ces données soient réellement exploitées. Parce que ça veut dire déjà qu'il faut remonter des données de différentes sources. Donc, il y a tout un aspect sur la mise en forme de ces données, sur vérifier que ces données soient fiables, etc., avant d'aller vers l'élaboration de tableaux de bord et après, pourquoi pas, l'utilisation de l'IA pour l'optimisation de ces tableaux de bord. Deuxième famille d'accompagnement, c'est ce qui concerne la digitalisation des procédés de production. Alors, quand on parle de digitalisation des procédés de production, on part de la conception du produit. Ça va de mettre de l'intelligence dans mon produit, mais également tous les outils d'aide à la conception avec l'utilisation de réalité augmentée, de simulation multiphysique, je ne sais quoi, pour cette phase de conception. Et puis toute la phase de production, donc ça peut être autour de l'implantation de mes ateliers, ça peut être autour du pilotage de mes équipements avec des boucles d'intelligence pour optimiser ma production en usinage par exemple. C'est tout ce qui est lié au contrôle, l'utilisation du contrôle en ligne, l'utilisation de l'IA dans les contrôles, les process également de pilotage de l'énergie dans l'entreprise, les pilotages des échanges dans l'entreprise, donc entre autres la 5G, tous ces sujets-là.
De manière transversale à ces deux blocs-là, il y a tout ce qui est lié à la cybersécurité. Et donc, les entreprises peuvent bénéficier d'un diagnostic de 4 jours et demi sur l'analyse de l'état de leurs compétences, de leur maîtrise sur la cybersécurité, aussi bien sur les aspects cybersécurité des systèmes d'information que sur les aspects cybersécurité des données dans l'atelier, avec les réseaux d'ateliers. Et puis le dernier gros paquet, c'est tout ce qui est accès au financement. Donc être accompagné dans la recherche de financement pour une transformation digitale importante de l'entreprise. Donc comme vous le voyez, on est en mesure de couvrir assez large dans les accompagnements des entreprises. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous contactez une des entités que vous connaissez, ou le pôle véhicule du futur, ou le CETIM, bien entendu. Dans ce cadre donc de Dedicated, il y a des manifestations qui permettent de sensibiliser les industriels, donc comme aujourd'hui. Et puis donc la prochaine, donc on vous annonce la prochaine pour que vous puissiez en bénéficier. La prochaine, c'est le 11 octobre à Numérica à Montbéliard. Donc c'est une séance en présentiel où il va y avoir des conférences et également des démonstrateurs. Donc, il y aura des démonstrateurs sur le CNDLIA, sur les moules connectés, sur l'aspect cybersécurité, etc. Donc, il reste un peu de place. Vous avez le lien pour vous inscrire. Et puis, donc, le programme est toujours disponible sur Dedicated. Et vous avez le contact du responsable de la planification de ces programmes. Donc, c'est terminé pour cette introduction. S'il y a des gens qui ont des questions, on peut les prendre tout de suite, mais je vois pas de questions pour l'instant. Hop, faut quand même que j'ouvre ici. Non. Donc, je vais passer la main donc à Olivier Cheminac qui va vous faire la présentation sur la partie 5G. Et puis, on se retrouve dans une heure à peu près pour répondre à toutes vos questions et débriefer tout ça. Olivier, c'est à toi. Webinaire consacré à la 5G. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez les diapos affichés à l'écran? C'est bon? On t'entend et on voit la présentation. Très bien. Alors, je vais, maintenant que vous m'avez vu, je vais couper la caméra pour éviter les problèmes de perte de connexion. Voilà, donc cette présentation porte sur la 5G industrielle et les opportunités offertes par cette technologie pour les PME de l'industrie manufacturière. Pourquoi le CETIM s'intéresse à la 5G, qui peut être une technologie un petit peu loin des préoccupations mécaniciennes? Notre sujet au CETIM, c'est la transformation numérique industrielle des entreprises. Et on considère que la 5G est une brique de transformation qui peut permettre, dans un certain nombre d'entreprises, de soutenir la transformation numérique industrielle. Alors, le sommaire de cette présentation, donc un sommaire en 3 parties. Une première partie sera consacrée à la présentation de la 5G de manière d'une vue globale. La deuxième partie sera consacrée plutôt à la transformation numérique industrielle, à la 5G industrielle et à sa capacité à répondre aux enjeux de la transformation numérique de l'outil de production. Et la troisième et dernière partie sera consacrée au dispositif d'accompagnement des entreprises sur la 5G industrielle mise en place par le CETIM à travers le Fab Lab 5G industriel et l'action 5G Smart Manufacturing qui
qui est en cours de lancement cet automne. Alors, qu'est-ce que la 5G? Parler de la 5G, le standard tel que spécifié par le 3GPP. Vous connaissez bien évidemment la 5G publique. Et puis notre sujet, nous au CETIM, c'est plutôt la 5G privée. C'est ce qui nous intéresse et ce qui va être déployé au sein des entreprises pour soutenir la transformation numérique industrielle. Alors, la 5G, c'est la 5e génération de réseau mobile qui est spécifiée par le 3GPP sous l'autorité de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. La 5G, c'est bien sûr un réseau cellulaire, un réseau mobile cellulaire. Ça signifie que le déplacement au sein du maillage de cellules s'effectue sans perte de connexion, de données et de qualité de service, ce qui permet, en tout cas pour les entreprises à l'échelle d'un site industriel, d'assurer une parfaite continuité numérique dans les zones couvertes par le réseau. La 5G, c'est un standard international et donc qui bénéficie à ce titre de toute la puissance et de la richesse d'un écosystème mondial en termes de produits et de services. Même si c'est une nouvelle technologie, cet écosystème va se mettre progressivement en place. La 5G, ça permet à partir d'un même socle technologique de servir des usages qui sont très diversifiés, des usages grand public à l'échelle nationale, c'est la 5G publique, des usages privés à l'échelle locale, sur un périmètre géographique borné, bien délimité, c'est la 5G privée. Et puis, ça permet également de réaliser des usages, de prendre en charge des usages industriels qui peuvent être critiques à l'échelle de sites de production. Donc, c'est un usage particulier de la 5G privée et c'est le champ de la 5G industrielle. 3 classes de cas d'usage ont été définies par le 3GPP pour la 5G. Le haut débit en situation de mobilité, avec des caractéristiques de débit qui sont affichées dans le tableau en haut à droite, à la fois débit montant et descendant. Là, on parle vraiment de débit utilisateur, pas des débits maximum en pointe, mais des débits qui sont réellement utilisables par les utilisateurs. Le deuxième cas d'usage, ce sont les communications à faible latence et les communications critiques. Là, le domaine qui est visé initialement, c'est notamment l'industrie. Et puis le troisième cas d'usage, c'est le faible débit sous forte contrainte de densité de connexion. C'est le cas de l'IoT, par exemple. C'est le cas d'ateliers de production dans lequel il peut y avoir une forte densité de connexion de machines. Alors, ces 3 classes de cas d'usage recouvrent potentiellement des besoins de performance, des niveaux de qualité de service qui sont très différents les uns des autres. Et là, on voit tout de suite apparaître clairement l'atout majeur de notre point de vue de la 5G, autrement dit, sa capacité à traiter à partir d'un même standard une très grande variété de cas d'usage. Et ceci est rendu possible notamment grâce aux techniques de virtualisation qui sont intégrées dans la 5G et qui permettent notamment via le dispositif qui est appelé Network Slicing de découper un réseau physique en sous-réseaux virtuels, indépendants les uns des autres. Et on peut dédier une tranche de réseau, par exemple, à la prise en charge d'applications critiques en lien avec la sécurité des personnes, en dédier une autre à des applications de pilotage, par exemple des robots mobiles autonomes, et puis en dédier une troisième tranche, par exemple, à la remontée d'informations de machines vers un MES, par exemple, plus généralement à l'IoT, toutes les technologies qui vont permettre de remonter de l'information vers les systèmes d'information de l'entreprise. Et puis enfin, la 5G, c'est un standard qui a une feuille de route claire et dont les fonctionnalités s'incrémentent au fil du temps. La première version de la 5G est sortie en 2019. Ça correspond à la release 15 du 3GPP. On en est, je crois, à la release 17
qui est sorti en 2022 et la 5G, la release 18 devrait sortir cette année avec un changement de nom qui accompagne le changement de version. La 5G s'appellera désormais 5G Advanced. Alors la 5G publique, bien évidemment, vous en avez entendu parler, bien sûr. Donc là, on parle de réseaux mobiles publics nationaux, voire internationaux. La 5G publique utilise des bandes de fréquences qui ont été achetées par les opérateurs de télécommunications nationaux, Orange, SFR, Bouygues et Free. C'est les 4 opérateurs français. Et dans la 5G publique, il faut distinguer la 5G NSA, non standalone, de la 5G SA standalone. La 5G NSA utilise des fréquences et des infrastructures en partie de la 4G afin d'accélérer le déploiement de la 5G et de rentabiliser aussi les investissements qui ont déjà été réalisés sur la 4G. Évidemment, le déploiement de la 5G implique pour les opérateurs de déployer des infrastructures, des antennes, c'est ce qu'on voit, mais toute une infrastructure, ce qui prend effectivement du temps et ce qui représente évidemment des investissements importants. Donc, ce qui est aujourd'hui en général utilisable, ce qui est utilisé, c'est la 5G NSA au niveau public. La 5G SA, entre guillemets la vraie 5G, qui utilise vraiment une fréquence exclusive, qui en France est la fréquence de 3,5 GHz, et qui utilise des infrastructures vraiment propres à la 5G, est en cours de déploiement, et je crois que Free vient d'annoncer tout récemment, cette semaine même je crois, le déploiement commercial de la première offre 5G SA en France. Alors la 5G publique privilégie clairement un cas d'usage de la 5G, c'est le cas d'usage du haut débit en situation de mobilité, avec des applications individuelles de streaming vidéo qui induisent en fait induit un besoin de haut débit descendant. Ce qui est important pour l'utilisateur, c'est d'accéder rapidement à du téléchargement. Vous avez sur la droite les différentes bandes de fréquences qui sont utilisées dans la 5G publique. Donc encore une fois, des bandes de fréquences qui sont déjà utilisées, qui ont été réaffectées en partie à la 5G. Là, on parle de 5G NSA. Et puis une bande de fréquences exclusive, encore une fois, la bande des 3,5 GHz, qui est vraiment la bande cœur de la 5G SA, qui encore une fois est en cours de déploiement commercial par les différents opérateurs. Je passe maintenant à la 5G privée. Donc, il faut vraiment la distinguer de la 5G publique. Là, on parle vraiment d'un réseau local, à l'instar d'un réseau Wi-Fi, par exemple. On peut faire l'analogie à ce niveau-là. Donc, la 5G privée désigne vraiment un réseau local qui est déployé à l'intérieur d'un périmètre géographique qui est bien délimité pour des usages locaux, privés, avec des faibles puissances d'émission qui sont encadrées par la réglementation. Donc les caractéristiques de la 5G lui permettent de couvrir de larges zones avec un minimum d'antennes. C'est également un autre atout important de la 5G, notamment par rapport au Wi-Fi. Donc la 5G permet de couvrir avec un minimum d'antennes à la fois un site, on peut imaginer couvrir un site industriel complet de plusieurs hectares ou plusieurs dizaines d'hectares qui comporte des zones intérieures et extérieures, encore une fois avec un minimum d'antennes. La 5G privée utilise là aussi des bandes de fréquences exclusives. Elles sont notées donc à l'écran sur la droite. La bande des 2,6 GHz qui est utilisable dès à présent. C'est une bande de fréquence pérenne dédiée
à l'utilisation de la 5G privée. Et puis il y a la bande des 3,9 GHz qui est en cours d'harmonisation au niveau de l'Union européenne, qu'on utilise nous au CETIM dans notre phablot 5G de Cluse au titre d'expérimentation. Et puis il y a une troisième bande qui a été ouverte à l'expérimentation en France, c'est la bande des 26 GHz pour des applications à très haut débit, en contrepartie bien évidemment de portée plus limitée, puisque schématiquement plus la fréquence de la porteuse est élevée, moins la portée et donc la distance couverte est importante. Alors, le fait de bénéficier d'une autorisation à émettre dans une bande de fréquence exclusive signifie, dans le cas de la 5G privée, que vous êtes le seul à pouvoir émettre dans cette bande sur votre périmètre géographique. Ça veut dire que vous pouvez organiser l'utilisation de cette bande de fréquence comme vous le souhaitez à l'intérieur de votre périmètre géographique, contrairement à des bandes libres comme la bande des 2,4 GHz utilisée par le Wi-Fi et le Bluetooth, qui sont plus difficilement organisables. Alors, à la différence de la 5G publique, la 5G privée peut être entièrement personnalisée en termes de cas d'usage, en termes de performance, en termes de niveau de qualité de service, en termes de politique de sécurité, de mode de déploiement, monosite ou multisite. Et puis, il y a différentes possibilités aussi d'hybridation avec la 5G privée, l'hybridation publique-privée, et puis l'hybridation dans le mode de déploiement avec soit tout en local, soit une partie qui peut être dans le cloud privé et une partie en local. La 5G privée, elle peut être opérée de différentes façons. Elle peut très bien être opérée par la DSI d'une entreprise, si elle dispose des compétences requises. Sinon, elle peut être opérée par un opérateur national. Les opérateurs nationaux, Orange, Free, Bouygues, SFR, proposent également des offres de 5G privées qui peuvent être tout à fait intéressantes pour les entreprises. Et puis la 5G privée peut être aussi opérée par un opérateur alternatif qui peut aussi prendre en charge l'intégration et le déploiement du réseau dans une entreprise. Et là, on peut être sur un modèle de fonctionnement qui est assez proche de celui de l'infogérance que les PME connaissent déjà très bien, parce que souvent elles sont propriétaires de leurs infrastructures numériques et elles ont confié l'infogérance à des tiers. Alors, dans la suite de cette présentation, je vais me focaliser uniquement sur la 5G privée, qui encore une fois celle sur laquelle on travaille au CETIM, et celle qu'on va utiliser dans le cadre de la 5G industrielle. Alors, de quoi est constitué un système 5G, Donc, voici l'architecture et les constituants d'un réseau 5G de base. L'idée, c'est d'un peu concrétiser ce qui est derrière ce réseau. Donc, un réseau 5G privé comprend typiquement un cœur de réseau. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc c'est cette partie-là. Ce cœur de réseau est directement connecté au réseau local de l'entreprise par simplement un câble Ethernet. Et ce cœur de réseau, concrètement, c'est une brique logicielle qui peut être déployée sur un serveur banalisé en local ou dans un cloud privé. Donc, le cœur de réseau, c'est vraiment une brique logicielle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un réseau d'accès radio à ce cœur de réseau, qui comprend dans le jargon des télécommunications une station de base 5G, qu'on appelle G-Node B pour la 5G, des radios, qui permettent de transformer donc un signal électrique en une onde radio via un système antennaire. Le RU désigne la radio, qui est donc évidemment couplée à un système derrière antennaire.
Ensuite, on va trouver également dans un système 5G des équipements utilisateurs qui sont authentifiés à partir de leur carte SIM. Hein, donc, c'est la particularité de ces équipements utilisateurs. Donc, un équipement utilisateur, ça peut être un terminal, comme un téléphone ou une tablette. Ça peut être également un routeur qui va permettre de raccorder au réseau 5G un équipement de production. Ça peut être une machine, par exemple. Hein. Une machine va pouvoir être facilement raccordée à un réseau 5G en connectant un routeur à la machine via un câble Ethernet. Le cœur de réseau, il est agnostique hein, en termes de bande de fréquence. Donc, un cœur de réseau peut être utilisé pour des réseaux qui fonctionnent avec dans différentes bandes de fréquences. Par contre, les radios, elles, sont conçues pour travailler dans une seule bande de fréquence. Mais on peut, par exemple, déployer un réseau 5G, utilisant avec un même cœur de réseau et des radios qui fonctionnent dans deux bandes de fréquences différentes. Par exemple, utiliser la bande des 2,6 GHz pour couvrir des zones très étendues, notamment des zones extérieures hein, sur un site de production, dans lesquelles on n'aurait pas nécessairement besoin de très haute performance, et utiliser la bande des 3,9 GHz pour couvrir des zones intérieures, par exemple, ou autres, hein, mais dans lesquelles on aurait besoin de plus de performance. Alors voici un focus sur les fonctions qui sont réalisées par le cœur de réseau pour le démythifier un peu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette présentation, mais sachez que un cœur de réseau 5G est constitué de deux parties. Le plan utilisateur ou plan de données et le plan de contrôle, qui sont matérialisés hein, sur la diapo en bleu et en rouge, que ces deux parties hein, qui constituent le cœur de réseau peuvent être déployées physiquement, hein, séparément, et que ça présente un certain nombre d'avantages pour les entreprises en termes de modalités, de mode de déploiement. C'est un dispositif qui est appelé CUPS, noté à l'écran. Alors pour comprendre un peu ce fonctionnement du cœur de réseau et de ce plan de contrôle et de ce plan de données, on peut oser l'analogie avec un réseau ferroviaire. Et donc là, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux informatiques, télécom. C'est pour ça que je propose cette analogie-là. Et on peut considérer que le plan utilisateur, c'est le train, c'est les rails, c'est les voyageurs hein, qui représentent les données qui sont à acheminer d'un point à un autre. Et le plan de contrôle, ça représente la signalisation, les aiguillages qui vont permettre d'acheminer les voyageurs au bon endroit. Et c'est aussi le contrôleur qui va s'assurer de votre identité, de la validité de votre billet de train et aussi d'assurer la sécurité dans le train. Voilà, donc globalement, c'est l'idée et les fonctions qui sont assurées par le cœur du réseau sont affichées à droite. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Donc l'avantage de ce dispositif CUPS, c'est qu'on peut imaginer déployer le plan de contrôle dans le cloud pour mutualiser le cœur de réseau dans une logique, par exemple, de déploiement multisite, tout en gardant le plan de données en local pour assurer la confidentialité des données et conserver les données en local à l'intérieur d'un site industriel. Donc voilà, c'est une utilisation intéressante par rapport à un mode de déploiement dans des configurations multisites. C'est pour ça que je suis rentré dans ce détail d'architecture du cœur de réseau. Alors ensuite, une illustration peut-être plus parlante hein, des constituants d'un réseau 5G. Hein. On voit apparaître les composants. Donc ici au centre, on retrouve le cœur de réseau 5G, hein, qui encore une fois c'est du logiciel, donc ça peut être déployé à la fois dans du cloud ou sur un serveur banalisé. Hein. Donc en l'occurrence, c'est la machine qui est représentée ici. Ce cœur de réseau, concrètement, il est connecté à un câble
Ethernet au reste du réseau local de l'entreprise, donc ce qui lui permet de communiquer avec le reste du réseau de l'entreprise, les applications, les données de l'entreprise, et d'accéder au réseau Internet via les réseaux sécurisés de l'entreprise par feu et VPN. Ensuite, dessous, on a la station de base, hein, le G-Node B hein, de la 5G, ici, qui lui aussi, c'est une brique logicielle donc, qui est déployée, qui peut être déployée sur un serveur banalisé, qui est connecté par fibre optique à la radio, qui transforme un signal électrique en un signal radio via un système antennaire. Et vous voyez à l'écran différentes solutions technologiques pour réaliser un réseau d'accès radio. Ici au centre, c'est un réseau, un RAN basé sur un système antennaire passif. C'est la solution qui est la plus économique pour bien couvrir, par exemple, un atelier. C'est la solution qu'on a utilisée chez nous à Cluse. Donc, on utilise un réseau d'antennes passifs. Alors, les antennes sont passives, c'est la solution la plus économique. Par contre, ces antennes sont reliées à la radio par des câbles coaxiaux, et les câbles coaxiaux ont des durées, ont des longueurs qui sont limitées et induisent un certain nombre de restrictions. Mais en tout cas, c'est la configuration la plus simple et la plus économique à déployer dans les zones intérieures d'un site industriel. Ensuite, vous avez quelque chose qui est assez similaire, mais qui est basé sur des antennes actives. Et là, effectivement, le fait que les antennes soient actives, elles sont donc alimentées, ça permet d'allonger la longueur des câbles, et ça permet aussi de déporter de l'intelligence dans les antennes, et les antennes peuvent réaliser des fonctions, bien évidemment, que les antennes passives ne permettent pas de réaliser. Par contre, voilà, c'est un système qui est plus coûteux, mais encore une fois, le bon système, c'est celui qui répond aux besoins et aux contraintes de l'entreprise. Et puis la dernière configuration, ici, ce sont des cellules tout en un. Donc à l'intérieur de chacune de ces cellules, vous allez à la fois la station de base, la radio et l'antenne. Donc ça, c'est une solution qui présente beaucoup de flexibilité, notamment pour couvrir des zones qui peuvent être limitées et disséminées à différents endroits sur un site industriel. Donc c'est une solution qui apporte beaucoup de flexibilité, et on peut imaginer déployer bien évidemment sur un site industriel les trois configurations de RAN. À gauche, vous avez des équipements utilisateurs. La 5G est une nouvelle technologie. L'écosystème matériel arrive progressivement sur le marché. L'offre s'étoffe de mois en mois, et vous avez un certain nombre de téléphones, de tablettes durcies pour des usages industriels, et vous avez également aujourd'hui des routeurs, des modems durcis pour également des usages industriels raccordés en 5G, des équipements de production. Bon, les antennes qui sont utilisées, ce sont des antennes MIMO, donc avec entrée et sortie multiples. Le standard, en tout cas celui qu'on utilise au CETIM, sont des antennes MIMO 4x4, hein, c'est-à-dire que chaque antenne dispose chacune de 4 canaux d'émission-réception. Ça peut permettre voilà, de faire paralléliser les communications, ou également ça peut dans certains cas permettre plutôt de faire de la redondance en fonction des besoins. Voici une représentation donc du réseau 5G qu'on a déployé à Cluse. Alors, la particularité de ce réseau, c'est qu'on a voulu le déployer au centre de l'atelier du CETIM de Cluse. En général, le cœur 5G, il n'est pas déployé au centre de l'atelier, il est déployé dans un local informatique. Là, on l'a déployé évidemment au centre de l'atelier pour pouvoir le montrer et concrétiser l'idée, le concept hein, du réseau 5G. Donc ici, au centre, on a la baie 5G, dans laquelle on va retrouver les serveurs, le serveur qui donc accueille le cœur de réseau et la station de base. Au-dessus de la baie informatique, on a la radio.
Et puis les câbles coaxiaux hein, qui partent vers les antennes qui sont ici représentées, donc des antennes passives MIMO 4.4. Et on a 4 antennes pour couvrir l'atelier qui fait une superficie de 2000 mètres carrés. Voilà, donc je vais maintenant enchaîner sur la deuxième partie de cette présentation. Elle va permettre d'établir le lien entre la transformation numérique industrielle, les besoins de connectivité qu'elle engendre hein, et la capacité de la 5G à répondre à ces besoins. Alors, vous savez en quoi consiste la transformation numérique des chaînes de valeur des entreprises industrielles, hein, donc je vais passer rapidement sur cette diapo. Je voulais juste rappeler un point qui est pour nous assez essentiel, hein, c'est que la transformation numérique des chaînes de valeur, c'est avant tout une transformation organisationnelle et que les gains de la transformation numérique sont d'autant plus importants que la transformation engendre dans l'entreprise hein, de profonds changements organisationnels. C'est très largement documenté. Hein. Et c'est ce qui fait que le processus de transformation numérique est un processus qui est pour les entreprises un processus souvent long et difficile. Donc cette notion de transformation numérique industrielle, on ne peut pas la dissocier de la transformation organisationnelle de l'entreprise. Et aussi, pour comprendre le fait que cette transformation numérique industrielle doit produire un ROI et des bénéfices, il est évident que plus cette transformation a un impact sur l'organisation, plus les bénéfices seront également importants pour l'entreprise et meilleur sera le ROI. La transformation numérique industrielle, là aussi, qu'est-ce qu'on entend par transformation numérique industrielle? Eh bien, ça désigne la transformation numérique des sites de production, de l'outil de production, des processus et des procédés de production. Donc, par processus et procédés de production, on parle de quoi? On parle de fabrication, de contrôle qualité, de logistique et de maintenance. On parle également au niveau des sites de la gestion technique des sites et des bâtiments industriels. Et on peut aussi parler de la gestion de la sécurité des personnes sur les sites de production industrielle. Voilà, la transformation numérique industrielle, bien sûr, elle est décidée ou pas par l'entreprise, mais elle s'inscrit évidemment dans un contexte plus global, hein, qui est un mouvement de fond inéluctable hein, de transformation numérique des chaînes d'approvisionnement industrielles et aussi des filières industrielles, l'aéronautique et la filière emblématique dans ce domaine. Et ces filières doivent opérer leur transformation numérique parce qu'elles sont, elles sont positionnées sur des marchés mondiaux ultra concurrentiels. Et donc, toutes les entreprises sont vraiment concernées par cette transformation numérique industrielle, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, hein, qui s'intègrent dans ces filières industrielles. Quels sont les enjeux de la transformation numérique industrielle pour les entreprises? Eh bien, l'enjeu principal, c'est évidemment c'est la capacité à tirer le meilleur parti possible des données de production hein, qui vont être générées par la transformation numérique pour améliorer la compétitivité de l'entreprise à plusieurs niveaux. L'amélioration du fonctionnement de la production, on parle d'efficience opérationnelle, donc améliorer les méthodes de travail et de management. L'amélioration de la sécurité au travail et aussi l'attractivité du travail, notamment pour les jeunes générations qui sont friands de numérique. Assurer aussi la réussite de la transition écologique et énergétique. La transition numérique porte
également à la transition écologique et énergétique, hein, tout simplement parce que pour la réussir, on a besoin de données, de prendre des décisions sur la base de données, de faire des mesures. Et puis la transformation numérique industrielle va permettre également de développer la capacité d'innovation de l'entreprise dans les services fournis aux clients en utilisant, là encore, les données. Pour autant, la transformation numérique industrielle, effectivement, il y a des enjeux, mais on voit concrètement que dans les entreprises, c'est un processus long, ça prend du temps, que c'est un processus qui est difficile à opérer globalement, et donc que c'est un processus qui est à soutenir, et c'est ce qu'on cherche à faire au CETIM. Si on fait un état des lieux de la transformation numérique industrielle, sur la base des résultats d'un ensemble d'études qui convergent vers les mêmes résultats, ça peut être des cabinets privés, ou ça peut être également les résultats des enquêtes de BPI France. Hein. Encore une fois, les résultats sont assez convergents. La transformation numérique de l'entreprise, globalement, c'est un enjeu qui est jugé important, prioritaire pour la majorité des dirigeants d'entreprise. 2/3 des entreprises ont déjà initié leur transformation, hein, sous la forme de premières expérimentations, de premiers pilotes, première tranche de travaux, mais il y a seulement qu'un gros 10% d'entreprises qui considèrent qu'elles en sont à un stade bien avancé de leur transformation. Il y a aussi quelque chose qu'il faut entendre, hein, c'est qu'il n'y a que 20% des entreprises qui indiquent obtenir des résultats à l'issue des résultats espérés à l'issue de leur transformation numérique. Et il n'y a que seulement 7% de ces entreprises qui déploient leur transformation au rythme prévu initialement. Donc ça veut dire globalement que la transformation avance lentement, que pour l'instant les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des espérances, ce qui ralentit le rythme de déploiement de cette transformation numérique. Donc voilà, c'est un processus long et difficile. Les causes sont multiples et sont globalement connues. Je ne vais pas rentrer dans les détails et revenir au sujet de la 5G. En citant ce chiffre, qui 60% des entreprises sont convaincues que leur infrastructure numérique existante devra évoluer de manière significative pour supporter le déploiement des nouveaux projets de transformation numérique. Donc, dans ce processus de transformation numérique qui est lent, difficile, etc., il y a beaucoup de choses à considérer, mais en particulier l'infrastructure qui devient quelque chose d'important et de critique, parce que c'est quand même cette infrastructure numérique qui va porter la transformation numérique de l'entreprise et qui va permettre à l'entreprise de construire sa transformation numérique sur des bases solides. Sur des bases solides, et donc l'infrastructure pour la majorité des entreprises, l'infrastructure numérique existante doit être modernisée, elle doit monter en gamme sur notamment deux axes, la sécurité de données, on parle beaucoup de cybersécurité, donc assurer la sécurité des données, leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité. C'est un sujet évidemment majeur. Et puis en termes de qualité de service, il faut être en capacité, en fonction de la criticité du cas d'usage métier considéré dans l'entreprise, il faut être en capacité d'assurer une qualité de service, alors prendre un engagement que les opérations pourront bénéficier des performances attendues, du taux de disponibilité attendu, sans perte de connexion, parce que globalement derrière, il peut y avoir un impact d'abord sur la sécurité des personnes, il peut y avoir évidemment un impact sur la productivité, voire pire, il peut y avoir aussi des pertes de capacité opérationnelle, voire une perte d'intégrité de l'organisation. Donc cette notion de qualité de service qui est gérable aujourd'hui avec les réseaux filaires est aussi gérable avec la 5G, et c'est un domaine sans doute dans lequel les entreprises doivent monter en gamme. Et puis il y a aussi quelque chose qui revient, c'est un message qui revient par les DSI,
Il y a une nécessité vraiment de simplifier, de rationaliser l'infrastructure numérique pour en maîtriser à la fois la complexité et le coût. Donc il y a cet enjeu-là qui est du côté des DSI et des services informatiques. Alors, quelles sont les briques de transformation, puisque ces briques de transformation vont derrière constituer les cas d'usage potentiellement de la 5G. Donc, quels sont les cas d'usage de la transformation numérique industrielle? Comment s'opère concrètement cette transformation numérique dans les entreprises? Alors, de notre point de vue au CETIM, elle peut s'aborder concrètement par le déploiement au fil du temps de briques de transformation qui sont bien concrètes et qui répondent à chaque fois à des enjeux bien précis et des objectifs bien précis de transformation numérique des entreprises. Chaque entreprise a ses propres enjeux de transformation et ses propres objectifs. Donc à chaque fois, la transformation, elle doit être vraiment personnalisée et adaptée à la trajectoire et aux vrais enjeux de transformation de l'entreprise. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de standardisation possible en la matière. On peut regrouper ces briques de transformation en 4 catégories. La première catégorie en jaune sur la diapo, ce sont des briques qui vont permettre d'opérer la transformation numérique des processus de production. Ce sont des briques qui sont très structurantes et qui vont avoir un fort impact organisationnel sur l'entreprise. Et ces briques vont constituer le système d'information de l'entreprise, autrement dit la colonne vertébrale de la transformation numérique industrielle. Bon, la brique emblématique, pour être, tant pis si je suis un peu caricatural, mais c'est le MES, qui est le système d'information de l'atelier, qui vient s'intercaler entre les machines, où il fait de la collecte de données, et puis l'ERP, qui gère les processus d'affaires de l'entreprise. Ensuite, la deuxième catégorie en orange, ce sont les briques qui vont permettre d'opérer la transformation numérique des procédés de production. Ce sont des briques qui sont moins structurantes sur le plan organisationnel, mais qui ont un très fort impact sur les métiers, sur la productivité, sur la qualité notamment de réalisation des opérations de production. La troisième catégorie en bleu regroupe des technologies qui vont des technologies numériques avancées ou pas, comme l'intelligence artificielle. Donc ces briques qui vont pouvoir être mobilisées à la fois sur les systèmes d'information et à la fois sur les procédés de production. Donc ce sont des briques qui sont par essence transversales et qui doivent être agrégées à des briques de transformation métier. Et puis la quatrième catégorie en vert regroupe des briques d'infrastructure. Donc ce sont des briques qui vont permettre à l'entreprise de constituer encore une fois son socle informatique sur lesquels l'entreprise va construire de manière solide sa transformation numérique industrielle. Et puis on a également indiqué dans ce regroupement des briques plus transversales liées à la gestion technique des bâtiments. Donc, ce sont des briques qui ne sont pas directement liées à la production. Mais quand on parle de consommation d'énergie, on peut aussi lier cette consommation d'énergie et la contextualiser par rapport à la production. Et puis, ce sont les briques également qui vont permettre d'assurer la sécurité des personnes. Je pense au dispositif push-to-talk, donc type Talkie-Walkie, qui peut être maintenant réalisé depuis un téléphone portable qui intègre cette fonctionnalité-là. Et puis, les dispositifs de protection des travailleurs isolés. Ce qui est visé, c'est la capacité de la 5G à remplacer des technologies existantes comme le DSCT dans les entreprises pour réaliser ces fonctions PTI et DATI, dispositifs d'alerte des travailleurs pour travailleurs isolés. Alors les besoins engendrés par la transformation numérique industrielle sont très variés. On voit à travers toutes ces briques, l'éventail des possibilités de transformation pour les entreprises est important. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de faire ce qui répond aux enjeux de transformation de l'entreprise, mais on voit tout de suite que les cas d'usage métiers de la transformation numérique industrielle dans l'industrie du futur sont potentiellement extrêmement variés. Donc, ces besoins engendrent aussi des besoins de connectivité
qui sont extrêmement variés, eux aussi, et on a cherché à les regrouper ici en 6 catégories. Le premier besoin, donc je pense que vous l'avez compris, c'est un besoin prendre en charge une très grande variété d'usages qui induisent des besoins de performance et de niveaux de qualité qui sont très différents les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qui est très importante. Donc en termes de connectivité, on a des besoins à la fois de faible bande passante, on a des besoins de large bande passante pour traiter par exemple des applications de traitement de données avec l'intelligence artificielle dans le cas où ce traitement est déporté, mutualisé dans l'edge ou dans le cloud par exemple. Donc des traitements par exemple en lien avec le contrôle qualité et le CND, donc des contrôles effectués en temps réel, donc soumis à de fortes contraintes en termes de qualité et de productivité. On peut également être amené à réaliser, à prendre en charge des communications synchrones hein, qui nécessitent qui imposent des contraintes à la fois sur la latence et la gig. Hein, donc la variation de la latence doit être maîtrisée pour assurer la synchronisation de communication, par exemple la synchronisation de robots mobiles entre eux, par exemple. Et puis, ça peut être également des communications critiques. On a parlé d'applications de protection des travailleurs isolés en lien avec la sécurité des personnes. Donc, on voit qu'on a une grande variété de cas d'usage à traiter. Alors, bien sûr, on peut trouver des technologies spécifiques pour chaque cas d'usage qui sont parfaitement adaptées, mais ça ne répond pas forcément à d'autres besoins, au besoin numéro 3 qu'on va mettre en lumière dans ce qui suit. Le deuxième besoin industriel, c'est de disposer de connectivité industrielle, entre guillemets. Derrière cette appellation connectivité industrielle, il y a des choses qui sont très concrètes et qui sont en lien avec la sécurité des personnes, qui sont en lien avec la productivité, la sécurité des données, la continuité de service. Donc tout ça impose d'utiliser des solutions de connectivité qui sont d'abord sécurisées, qui sont sûres, hein, et donc qui ont des taux de fiabilité, de disponibilité élevés et qui ont des durées de vie longues, suffisamment longues, des durées de vie industrielles. Le troisième besoin, c'est la nécessité, on vient de l'évoquer, pour les DSI, notamment les services informatiques, de simplifier, de rationaliser les technologies de communication qui sont déployées dans l'usine pour réduire le coût et la complexité hein, des systèmes à exploiter et à maintenir. Donc ça, c'est un message fort des DSI. Bien évidemment, on peut multiplier les technologies. Encore une fois, chaque cas d'usage peut être traité par une technologie spécifique. C'est clair, mais si on multiplie les technologies, on s'expose effectivement à des problématiques de complexité, de coûts et potentiellement de compétences et aussi de fiabilité par manque de maîtrise de toutes ces technologies déployées. Donc, il y a un besoin de simplifier, de rationaliser, de standardiser et donc d'utiliser un nombre de technologies réduites mais qui permettent de traiter une grande variété de cas d'usage dans l'usine du futur. On a également potentiellement besoin de disposer d'une couverture numérique et d'une continuité numérique des opérations de production étendues, potentiellement à l'échelle d'un site industriel, donc à la fois dans des zones intérieures, bien sûr, et dans les zones extérieures, hein, où il peut y avoir des opérations logistiques à conduire, par exemple. Le cinquième besoin est lié à la nécessité ou pas de prendre en charge la mobilité dans l'usine hein, à travers les opérateurs connectés et aussi les réseaux, les robots mobiles autonomes qui peuvent se déplacer à l'intérieur d'un atelier, entre deux ateliers ou entre des zones intérieures et extérieures. Hein. Donc là aussi, en fonction des applications industrielles, les besoins de connectivité et de continuité numérique sont évidemment différents et spécifiques à chaque entreprise. Et donc pour répondre à ces besoins de connectivité de l'industrie du futur, on peut utiliser encore une fois différentes solutions
différentes technologies, hein, notamment l'utilisation de solutions filaires, hein, donc des câbles Ethernet, dont l'utilisation reste évidemment incontournable pour un certain nombre d'applications numériques. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire avec des câbles. Et on s'aperçoit rapidement que le câble peut constituer un frein au déploiement de la transformation numérique industrielle. Ça a été théorisé par les Allemands dans le cadre de l'industrie 4.0. Hein. Pour eux, c'est une industrie qui, effectivement, l'industrie 4.0 ne peut se déployer qu'avec des technologies sans fil. Évidemment, ça reste un concept. Mais c'est évidemment pas toujours faisable à ce stade. Alors, on cherche donc des technologies sans fil, hein, qui permettent de limiter ces freins imposés par le câble. Et idéalement, ce qu'on voudrait, c'est des technologies sans fil qui, bien évidemment, ont des capacités quasiment identiques aux technologies filaires en termes de sécurité et de performance. C'est un idéal, mais ce n'est pas aujourd'hui faisable. Mais par contre, la 5G est une technologie qui se rapproche le plus de cet idéal pour nous aujourd'hui. Donc, pour résumer, la 5G industrielle, c'est évidemment de la 5G privée. Et c'est une technologie qui peut permettre de créer un socle solide pour transformer, pour soutenir la transformation numérique de l'outil de production. C'est une brique d'infrastructure numérique, hein, on est d'accord, mais qui vient en appui au déploiement des méthodes et technologies de l'industrie du futur. C'est un standard international donc, qui permet de traiter une grande variété de cas d'usage. Et c'est ce qui constitue le fondement de sa promesse de ROI. C'est parce que la 5G permet de traiter un grand nombre de cas d'usage que son retour sur investissement va pouvoir être satisfaisant pour les entreprises. Et puis, c'est un standard qui répond aux besoins et contraintes de modernisation des infrastructures numériques industrielles existantes. Voilà, donc je vais enchaîner maintenant sur les dispositifs d'accompagnement des entreprises sur la 5G industrielle qui ont été mis en place par le CETIM, à commencer par le Fab Lab 5G industriel. Alors la vocation du Fab Lab 5G, je pense que vous aurez compris le message que je martèle depuis le début de cette présentation. L'objectif la mission du Fab Lab 5G industriel, hein, c'est vraiment, sa vocation, c'est de soutenir la transformation numérique de l'outil de production industrielle avec la 5G privée, avec la 5G industrielle. C'est un projet qui est porté par le CETIM, qui est réalisé en partenariat avec la société Alsatis, qui apporte dans le projet ses compétences d'intégrateur et d'opérateur de réseau 5G. C'est un projet qui est lauréat de l'AMI Campus Fab Lab 5G industriel et qui, à ce titre, bénéficie de la part de l'État dans le cadre de France 2030 et de financement de la part de l'Union européenne dans le cadre du plan France Relance. Quels sont les objectifs de ce projet? Il y en a 4. Le premier, c'est de déployer un réseau 5G privé dans l'atelier du site de Cluses du CETIM. Ça c'est un objectif qui a été réalisé. On a un réseau qui est opérationnel à Cluses depuis novembre 2023, depuis l'année dernière. Le deuxième objectif, c'est de déployer donc dans cet environnement des cas d'usage de la 5G industrielle en conditions réelles, hein, des cas d'usage de production pour la fabrication, le contrôle qualité, la maintenance et la logistique. Hein. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et ce sera fait par vague hein, sur 2024 et 2025 jusqu'en 2026. Le troisième objectif, hein, qui est évidemment l'objectif principal, c'est de faire découvrir la 5G industrielle aux PME et ETI, hein, de faire découvrir cette
nouvelles technologies à un très large panel d'entreprises et d'accompagner en amont les entreprises dans leur projet de transformation numérique industrielle. Et puis le quatrième objectif, alors dans la mesure de nos moyens, hein, c'est de contribuer à consolider un écosystème 5G qui réponde aux transformations, aux besoins de transformation numérique des entreprises industrielles. Qu'est-ce qu'on met dans cet écosystème? On met les entreprises industrielles hein, qui attendent des solutions. On met également les offreurs de solutions, de méthodes et de technologies de l'industrie du futur qui sont potentiellement des utilisateurs de la 5G pour soit améliorer les performances de leurs solutions, soit étendre les capacités de leurs solutions. Et puis dans l'écosystème, il y a évidemment des acteurs de la 5G, des offreurs de solutions et des fabricants d'équipements. Quelles sont les ressources de notre Fab Lab 5G industriel? Et donc, on a un plateau technique à Cluses, donc qui est complètement intégré au cœur de l'atelier, de notre atelier du site de Cluses. Donc, c'est un plateau technique qui va être utilisé pour évidemment déployer et exploiter le réseau 5G, tester, montrer des cas d'usage industriel de la 5G privée, et puis pour mettre à disposition des entreprises hein, des équipements pour faciliter leur appropriation de la 5G privée. Le Fab Lab 5G dispose d'un ensemble de compétences pour accompagner les entreprises. Hein. Donc d'abord des experts des terrains de la 5G privée hein, qui possèdent déjà une expérience dans le déploiement de la 5G industrielle. Des architectes de la transformation, hein, capables dans le cadre de PME d'accompagner un chef d'entreprise dans son projet de transformation numérique de bout en bout. Des spécialistes des méthodes et des technologies de l'industrie du futur hein, pour travailler les cas d'usage de la 5G privée. Et puis également des formateurs hein, pour initier les entreprises à la 5G industrielle. Le Fab Lab 5G, c'est aussi un écosystème au sein duquel les entreprises vont pouvoir être mises en relation avec des offreurs de solutions, 5G ou méthodes et technologies de l'industrie du futur, et où elles vont également pouvoir être aiguillées vers des dispositifs de soutien à l'investissement. Et puis, un certain nombre des services du Fab Lab sont accessibles par les entreprises, donc à distance, hein, depuis tous les territoires. Le Fab Lab 5G comporte deux volets d'action. Un volet individuel, hein, il s'agit d'accompagner les entreprises qui le souhaitent de manière individuelle hein, dans leur projet de transformation numérique avec la 5G industrielle. Donc là, on est vraiment sur des accompagnements sur mesure et dans le périmètre correspond voilà, aux besoins d'accompagnement de l'entreprise. Et puis, on a un volet collectif qui a été déployé pour expérimenter la 5G industrielle dans le cadre de notre atelier de Cluses et intégrer le tissu industriel dans la conduite de ces travaux. Alors, le volet individuel de l'action du Fab Lab 5G propose un ensemble de services. Le premier service, c'est l'organisation de sessions de découverte de la 5G. Donc, si vous êtes intéressé par la 5G, on peut convenir d'un rendez-vous en distanciel ou en présentiel à Cluses. Et on peut organiser voilà, une session de présentation de ce qu'est la 5G. Ce sont des sessions qui sont gratuites pour les PME de l'industrie manufacturière et aussi pour les ETI. On a également des accompagnements en termes de diagnostic et de feuilles de route hein, pour qualifier l'opportunité de la 5G industrielle pour l'entreprise. La 5G industrielle ne va pas répondre aux besoins de l'ensemble des entreprises, hein, bien évidemment, ce n'est pas le but. Le but, c'est que soit identifier potentiellement les entreprises
pour lesquels la 5G pourrait être une solution. Ah, alors j'ai eu un bug. Est-ce que vous avez toujours à l'écran la présentation? On est revenu au début. Ouais, d'accord. Alors, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais revenir. Voilà, donc Oui, c'est bon. c'est bon. Voilà, et donc diagnostic et feuille de route, j'y reviendrai plus précisément avec l'action 5G Smart Manufacturing, voilà, qui pourrait potentiellement vous intéresser et qui fera l'objet d'une présentation dans ce qui suit. On peut également réaliser des preuves de concept ou des preuves de valeur sur un site industriel ou sur notre plateau technique du Fab Lab 5G. On est en capacité de déployer des équipements 5G sur des sites industriels pour réaliser des premières expérimentations et aussi permettre aux équipes métiers et informatiques de commencer à s'approprier ce que sont ces équipements 5G. L'idée à ce niveau-là, effectivement, c'est de valider la valeur et de développer la maturité du besoin de l'entreprise. On peut également proposer des formations sur la 5G, alors des formations d'initiation en une journée qui s'adressent à tout public, ou des formations d'approfondissement de 3 jours. Et donc, c'est une offre qui est en ligne sur le portail de formation du CETIM. Et puis, lorsque la maturité de l'entreprise est suffisamment élevée, que toutes les étapes précédentes de la démarche ont été franchies avec succès, le besoin est mature et à ce moment-là, on peut accompagner l'entreprise dans le déploiement d'une solution 5G. On se limite à un accompagnement amont. L'objectif, c'est pas de faire de la maîtrise d'œuvre. On se limite à un accompagnement amont, c'est-à-dire accompagner l'entreprise dans l'établissement d'un cahier des charges, dans la construction d'un panel de consultation, dans l'aide au développement des offres du marché. On peut aussi aider l'entreprise à préparer ses plans d'intégration de la technologie. Mais ensuite, c'est évidemment l'entreprise qui reprend la main sur sa maîtrise d'ouvrage. Et derrière, il y a un intégrateur, un opérateur qui prend en charge la maîtrise d'œuvre du déploiement. Concernant le volet collectif, vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre la communauté Fab Lab 5G industriel et participer à cette action mutualisée, qui va vous permettre de découvrir les opportunités offertes par la 5G, de participer aux travaux d'expérimentation qu'on fait donc de la 5G industrielle à Cluses, y compris de vous impliquer dans le pilotage des travaux. Et puis, c'est aussi un cadre dans lequel vous pouvez également développer également votre réseau. La communication, donc on a constitué une communauté Fab Lab 5G qu'on réunit, avec laquelle on échange grâce à une plateforme communautaire qui est mise en place par le CETIM. Donc c'est un cadre sécurisé qui permet d'échanger entre membres de la communauté et ça permet également aux membres d'échanger avec les équipes du Fab Lab 5G. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et à rejoindre cette communauté Fab Lab 5G qui comprend encore une fois des entreprises industrielles, des offreurs de solutions, de méthodes et technologies de l'industrie du futur et des acteurs de la 5G. Il y a aujourd'hui 150 membres dans la communauté. Voilà, donc n'hésitez pas
à me contacter directement si vous avez besoin de plus d'informations sur le Fab Lab 5G, prendre rendez-vous ou participer au projet. Je vais maintenant enchaîner sur le deuxième dispositif qu'on a mis en place et qui va démarrer à l'automne, hein, qui est en cours de démarrage, et qui est l'action 5G Smart Manufacturing, et qui est un accompagnement qui s'effectue par le CETIM à destination des entreprises dans le cadre du Fab Lab 5G. Donc l'objectif de cette action, c'est d'accompagner les entreprises qui le souhaitent dans l'élaboration du schéma directeur de leur système d'information industriel. L'objectif, c'est de permettre à l'entreprise, avec ce schéma directeur, de développer une vue d'ensemble de ce que pourrait être sa transformation numérique industrielle à moyen terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, et permettre à l'entreprise donc de mieux éclairer ses prises de décision, de mieux éclairer ses choix d'investissement et de mieux éclairer également ses scénarios de retour sur investissement. Là, on pense que le schéma directeur du système d'information industrielle peut permettre de résoudre un certain nombre de difficultés qu'on évoquait en lien avec la lenteur et les difficultés du processus de transformation numérique, dans lequel parfois on a une vue très fragmentée de ce qu'est la transformation numérique à travers des actions qui sont très court terme, avec un ROI de 1 an, mais qui malheureusement ne permettent pas de dégager cette vision d'ensemble qui nous semble nécessaire pour vraiment piloter de manière efficace la transformation numérique de l'entreprise. Voilà, donc c'est l'objectif de cette action. Ce dispositif comprend 6 journées d'accompagnement par un architecte de la transformation numérique, donc un architecte, une personne du CETIM. Donc c'est un dispositif dont le financement est pris en charge en partie par le Fab Lab 5G, avec un reste à charge de 30% du coût total par l'entreprise bénéficiaire de l'action. Alors, schématiquement, la démarche d'accompagnement comprend 3 étapes. La première étape consiste à savoir d'où on part dans l'entreprise, à savoir quelle est la trajectoire de l'entreprise, quels sont ses objectifs et enjeux de transformation, quelle est sa maturité numérique, et quel est le système d'information existant dans l'entreprise. Donc c'est important de savoir d'où l'on part. La deuxième étape consiste à savoir jusqu'où on veut aller dans la transformation numérique à moyen terme. Donc concrètement déterminer des objectifs, identifier les axes stratégiques de transformation de l'entreprise, des cas d'usage et des briques de transformation métier. Ensuite, d'identifier les opportunités qui sont offertes par la 5G industrielle. Dans un certain nombre de cas, la transformation numérique de l'entreprise pourra s'opérer sans la 5G industrielle. Bon, c'est pas grave. Et dans d'autres cas, on pourra effectivement peut-être constater que la 5G industrielle est une solution intéressante pour soutenir la transformation numérique de l'entreprise. Et puis ensuite, formaliser l'architecture cible du système d'information industrielle de l'entreprise à horizon de 3 à 5 ans pour qu'elle ait une représentation concrète de ce que serait son système d'information industrielle à moyen terme. C'est l'architecture cible. Et puis la troisième étape consiste à construire le chemin. Évidemment, on ne va pas déployer cette architecture cible d'un seul coup. Il faudra la déployer de manière agile, pas à pas, de manière incrémentale. Et donc, il faut formaliser un portefeuille de projets, prioriser ces projets au sein d'une feuille de route de mise en œuvre, et puis cadrer un premier projet pilote
hein, qui va permettre d'amorcer cette transition depuis l'architecture existante vers cette architecture cible. Voilà. Je termine par la démarche projet, hein, qui décrit de manière un peu contractuelle la démarche qui sera déroulée dans cette action. Donc il y a une étape 0 de contractualisation, d'organisation de l'action. Il y a une première étape de diagnostic qui consiste à la fois des journées en entreprise et des journées en distanciel avec l'entreprise, et puis aussi des journées en back-office, une demi-journée durant laquelle on va conduire de notre côté des analyses. Une deuxième étape qui va permettre de conceptualiser l'architecture cible, hein, donc c'est une étape en quelque sorte d'ingénierie qui va permettre d'identifier l'architecture cible, là aussi avec une journée en back-office d'analyse de notre côté, et puis un certain nombre de demi-journées en distanciel avec l'entreprise. Et puis une troisième étape de planification de la feuille de route, avec là aussi une journée en back-office et une journée en distanciel, avec des séances de travail collaboratif hein, pour prioriser notamment le choix du projet pilote hein, qui va permettre d'initier cette transformation. Et puis enfin, une dernière étape hein, de restitution finale en entreprise, restitution finale aux dirigeants ou à l'équipe de direction de l'entreprise et la fourniture d'un document hein, qui sera le schéma directeur du système d'information industriel de l'entreprise. Voilà pour la présentation de cette action. J'en ai terminé pour cette présentation. J'espère être à peu près dans le timing. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup pour cet exposé très, très complet, qu'a balayé, très large. Alors, j'ai pour l'instant quelques questions qui ont été mises sur le chat. La première, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une question, hein, c'est Monsieur Rouget, mais il me semble que Monsieur Rouget est une personne de chez Orange. Monsieur Rouget nous dit qu'au 1er septembre 2024, l'ANFR recense 47 337 sites 5G autorisés en France métropolitaine, dont 81 sont opérationnels. Toutes fréquences confondues, Free Mobile propose toujours le plus grand nombre de sites 5G, avec 19 927 sites, grâce à ces sites 700 MHz, devant Bouygues 14 153 sites. Toutefois, sur la bande des 3,5 GHz, 24 389 sites sont opérationnels. Orange reste à la première place du podium avec 10 401 sites devant SFR 8 681 sites et Bouygues 8 314 sites et enfin Free avec 6 947 sites opérationnels. Et on a la source. On mettra peut-être ce complément. Oui, effectivement, c'est intéressant et ça apporte un éclairage supplémentaire sur où on en est effectivement côté opérateur hein, dans le déploiement de la 5G. Je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. Ensuite, on a Monsieur Vishop, alors qui dit que dans le slide sur la transformation numérique, tu ne parles pas tu ne mets pas en avant l'assurance qualité. Alors, je ne sais pas si vous avez le slide à l'écran. Oui. Voilà. Donc effectivement, quand on parle de transformation numérique industrielle et de transformation des processus et des procédés de fabrication, on parle bien des processus de fabrication, de contrôle qualité, de logistique et de maintenance.
Au niveau de l'atelier, les processus de contrôle qualité sont pris en charge. Ils peuvent par exemple être pris en charge par un MES, par exemple. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc, ces aspects contrôle qualité, récupération des données qualité de manière automatique ou par saisie de l'opérateur, les traitements de ces résultats sont bien pris en charge comme cas d'usage dans l'industrie du futur et peuvent amener des besoins de connectivité à traiter avec la 5G. Et ces résultats en général sont renvoyés au niveau supérieur. Alors ça peut être dans l'ERP, généralement c'est dans d'autres applications. Là où effectivement au niveau de l'entreprise, où on gère le système, où on a le système de management de la qualité hein, qui vient exploiter ces résultats. Là on est vraiment, quand on parle de processus et de procédés de production, on est vraiment dans le domaine du management des opérations de production, donc hein, des opérations qui se passent à l'intérieur de l'atelier. Mais effectivement, les données de contrôle qualité remontent vers le système d'assurance qualité. De même que les données de fabrication pour le suivi de fabrication, la facturation, le contrôle de gestion, un certain nombre de données de fabrication remontent vers l'ERP. Donc là, effectivement, dans le cadre de la transformation numérique industrielle, on va quand même s'intéresser véritablement au management, au processus de management des opérations dans les ateliers. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu en fait à la question posée, mais je n'ai pas oublié hein, l'assurance qualité, mais qui est traitée dans l'atelier, encore une fois, au niveau opérationnel avec le contrôle qualité. Ok. Toujours Monsieur Bissop, est-ce que la 5G est suffisamment fiable et temps réel pour être utilisée en tant que réseau de certains capteurs en aval du SCADA? Alors, en tout cas, c'est une promesse de la 5G. C'est la fiabilité, le taux de disponibilité, et c'est vraiment des technologies qu'on peut manager comme on manage aujourd'hui des solutions filaires. Donc, je serais tenté de répondre oui. Simplement, la fiabilité, c'est une notion opérationnelle qui englobe en fait tous les systèmes qui sont autour. Donc, il y a la 5G, il y a tous les équipements hein, qui vont être utilisés pour le déploiement de la 5G, les serveurs, etc. Mais c'est une technologie qui intègre ce besoin de fiabilité et de haute disponibilité, hein, puisque les objectifs, les KPI du 3GPP en la matière sont assez élevés. On parle de disponibilité à 3 chiffres après la virgule. Donc, c'est des disponibilités qui sont obtenues avec effectivement des analyses de fiabilité, de la redondance. Et je dirais que la fiabilité de la 5G se construit comme n'importe quelle fiabilité d'autres systèmes. Ok. Assez orienté technologie du futur comme la 5G, je trouve qu'il y a un manque d'arguments pour les dirigeants d'investir fortement là-dedans sans rentrer dans les détails techniques. Est-ce que la 5G peut et doit changer dans vos habitudes? Alors, j'ai pas entendu les questions, c'était très haché. Je sais pas si ouais, Oui, et ça va mieux là? ah oui, beaucoup mieux, oui. Alors, je reprends. Je suis assez orienté technologie du futur comme la 5G, mais je trouve qu'il y a un manque d'arguments pour convaincre les dirigeants d'investir fortement là-dedans sans rentrer dans les détails techniques. Qu'est-ce que la 5G peut et doit changer dans nos habitudes?
Alors, effectivement, quand on parle de 5G, on parle d'infrastructure numérique et on parle vraiment du socle euh, sur lequel l'entreprise va construire sa transformation numérique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Ce socle, il n'est pas uniquement constitué de la 5G, hein, il est constitué d'autres briques, mais c'est un socle qui est important. Et encore une fois, dans les enquêtes, les dirigeants ont bien conscience que ils vont devoir faire évoluer leur infrastructure numérique de manière significative s'ils veulent déployer de nouveaux projets de transformation numérique. Donc, 60% des entreprises sont conscientes de cette problématique-là. Le deuxième aspect, c'est le ROI. Convaincre, c'est présenter, convaincre un COMEX ou une direction, c'est présenter des ROI qui sont satisfaisants. La promesse de ROI de la 5G, de notre point de vue, dans le cas d'un déploiement industriel, c'est sa capacité à traiter un grand nombre de cas d'usage. Hein, que je suis revenu plusieurs fois sur cette notion-là. Et donc, cette vision-là, il faut vraiment, pour convaincre, je pense, la développer dans le cadre d'un schéma directeur du numérique, c'est-à-dire avoir la capacité à présenter une vue d'ensemble de ce que peut être la transformation numérique de l'entreprise à moyen terme. Si on n'a pas cette vue d'ensemble, si on s'appuie sur une vue trop fragmentée de la transformation à trop court terme, à ce moment-là, effectivement, on a du mal à présenter des arguments à une direction pour dire effectivement la 5G, ça va être effectivement une brique potentiellement intéressante pour l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement, compte tenu du fait que les dirigeants sont sensibles au fait de devoir faire évoluer leurs infrastructures numériques, c'est plutôt d'envisager ces évolutions nécessaires de l'infrastructure numérique dans le cadre d'un schéma numérique industriel qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ce qu'ils doivent faire et donc qui va leur permettre en fait de prendre de meilleures décisions à la fois sur les choix technologiques et aussi d'éclairer de manière différente les scénarios de ROI de manière globale. Donc, la réponse, c'est effectivement d'utiliser l'approche schéma directeur numérique qui oblige l'entreprise à développer une vision globale de ce qu'elle veut faire à moyen terme. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la robustesse de la 5G face aux perturbations électromagnétiques d'un atelier? Alors, par principe, c'est une communication qui est robuste. Et on le voit effectivement là où elle est déployée aujourd'hui, hein, dans les entreprises, dans lesquelles, les environnements industriels dans lesquels elle est déployée, montrent que c'est une technologie qui est robuste. On peut prendre par exemple le cas d'ArcelorMittal qui a déployé la 5G sur son site sidérurgique, donc dans un environnement très métallique avec des très hautes températures. C'est le cas également de chez ASN à Calais. C'est le cas également d'Acom dans la Manche. Donc, on a ce retour d'expérience des entreprises qui nous disent, un, qu'on peut couvrir de grandes zones à l'aide d'un nombre réduit d'antennes et que avec ces configurations-là, on a des robustesses qu'on n'avait pas du tout avant avec du Wi-Fi, par exemple, avec lequel on avait beaucoup de pertes de connexion. C'est plus le cas avec la 5G. C'est notamment le cas également qui a été expérimenté dans le cadre d'environnements d'opérateurs qui réalisent des assemblages à l'intérieur de caissons, par exemple, d'avions, qui font un peu écran à la transmission des ondes électromagnétiques. Et bien là, la 5G donne d'excellents résultats, là où avec le Wi-Fi, en fait, il fallait rajouter des bornes vraiment à proximité des opérations pour avoir une continuité numérique satisfaisante. Donc on voit que
les déploiements industriels, notamment de celui d'ArcelorMittal, encore une fois dans un cadre qui est vraiment très, très hostile pour les ondes électromagnétiques et leur transmission. On voit que la 5G, avec ce retour d'expérience industrielle, est quand même une technologie très robuste. Voilà. Merci. J'ai plus d'autres questions. J'ai plus d'autres questions. Il est 12h02, donc je pense que on va s'arrêter là. Merci à vous tous. Donc un lien va vous être transmis avec pour pouvoir récupérer les présentations et revisionner euh, la présentation également. Et puis donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à vous inscrire au prochain atelier de Dedicated. Et bon appétit. Merci à tous. Au revoir.